BFM Business, BFM Crypto, le club. On décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi. On est en direct à partir de 14h sur tous les réseaux de BFM et ensuite nous sommes rediffusés en radio et à la télévision à 21h30. Et bien sûr, on est aussi dispo en replay sur la chaîne YouTube de BFM Crypto et en podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faustine Fleuret, présidente de l'ADAN. Bonjour Faustine. Bonjour. Voilà, l'ADAN, on le rappelle, association professionnelle qui représente et porte la voix des acteurs du Web3 en France et en Europe. Et on accueille Valentin Demey qui nous vient tout droit d'Angers. Bonjour Valentin. Salut Amaury. Président de... Enfin non, pas président encore, CEO de Cube3. C'est les deux. D'ailleurs. C'est les deux, ça marche, exactement. Il cumule. À l'américaine ou à la française, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et directeur des contenus chez Cryptos. Tout à fait. On parlera... voilà, c'est la rentrée des classes Faustine pour les professionnels du Web3. On va voir s'ils sont prêts pour leur rentrée réglementaire. Et puis la SEC, le gendarme financier américain, du pain sur la planche. Parce qu'après Grayscale, c'est Ripple qui contre-attaque. On va voir tout ça tout de suite avec Valentin Demey. Mais d'abord, on part faire un petit tour sur le marché crypto avec Gilles Santacreux. Bonjour Gilles. Gilles, tu es trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Tout à fait. Gilles, ça fait maintenant une semaine que Bitcoin latéralise entre les 25 et 26 000 $. Qu'est-ce qu'on doit surveiller ? Alors, il y a un seuil très important sur lequel je voulais revenir, c'est le seuil des 25 200 $ pour un Bitcoin. On a vu ici, dans toute cette phase, qu'on a eu une phase de latéralisation moyen terme entre l'été dernier et le printemps. On est sorti par le haut de cette phase de latéralisation et cette zone des 25 200, précédemment résistance, est devenue support. Et lorsque l'on se rapproche un petit peu pour voir ce qui se passe actuellement, on voit que l'on teste à de multiples reprises cette zone. Donc c'est vraiment le niveau à surveiller actuellement, car une cassure de ce niveau pourrait nous donner une situation un peu plus... déjà, on invaliderait le signal haussier moyen terme qui était intervenu au printemps et on reviendrait vers une possibilité de rechute du Bitcoin, donc cette crypto-monnaie qui avait bien chuté précédemment déjà. Comportement similaire pour l'Ethereum, l'Ether, la deuxième crypto de ce marché, qui reste timidement depuis une semaine autour des 1600 $. À quel niveau il faudra s'inquiéter ou au contraire, à quel niveau on pourra avoir de l'espoir, Gilles ? Alors, le niveau un petit peu, je dirais, équivalent à ce que l'on avait sur les 25 200 $ pour un Bitcoin sur l'Ethereum, il est à 1720. Sauf que ce niveau, il a déjà été cassé. On le voit sur ce graphique, il a été cassé récemment. Suite à cela, il a été testé comme résistance. Donc, on est déjà clairement sur un mouvement baissier sur ce crypto-actif. Et le fait de ne pas avoir de rebond au-delà des 1720 nous place dans une possibilité de baisse qui pourrait nous permettre de revenir sur des niveaux proches des 1400 $ pour un Ether. Donc le niveau à surveiller sur cette crypto-monnaie, c'est la zone des 1720, car un retour au-delà de celle-ci nous donnerait une configuration de retournement qui pourrait nous faire rallier les 2000 $ assez prochainement si on parvenait à impulser un nouveau mouvement haussier. Merci beaucoup Gilles, on va surveiller tout ça de très près. Gilles Santacreux, trader algorithmique et administrateur du site boursicoté.com. Merci Gilles, bonne journée, à demain. Enfin à demain, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Peut-être à bientôt. Salut Gilles. Faustine, on commence avec toi. La rentrée, c'est la rentrée pour les professionnels du Web3, la rentrée des classes. Et on l'a dit tout à l'heure, la rentrée réglementaire ne risque de ne pas les épargner. Il y a eu beaucoup de nouvelles importantes durant l'été, notamment concernant les PSAN, les prestataires de services sur actifs numériques. Premier agrément obtenu par Forge, enregistrement de Cascais, filiale du groupe Crédit Agricole. Atlantis, premier acteur de la DeFi, à s'enregistrer en tant que PSAN. Le secteur PSAN français est certainement le plus avancé dans sa structuration et son institutionnalisation. À quoi ces acteurs doivent-ils s'attendre en cette rentrée, Faustine ? En effet, cette rentrée et cette année va être de nouveau charnière pour les PSAN, mais pas uniquement. Et c'est vrai, on le verra tout au long de l'émission, la rentrée réglementaire du Web3 ne va épargner personne. Mais concernant les PSAN, pourquoi, comme vous le disiez, on est sur le secteur le plus structuré, c'est notamment parce que MiCA, la réglementation européenne qui les concerne, va entrer en application l'année prochaine. C'est le premier texte réglementaire européen qui va concerner des acteurs du Web3. Donc on a ce MiCA qui est sorti. L'été a été très studieux et ça va continuer à la rentrée parce qu'on a besoin des textes techniques. Pourquoi ? Les acteurs ont besoin de se préparer, se mettre en conformité avec MiCA et les régulateurs ont besoin de savoir comment analyser la bonne conformité des professionnels, des PSAN en l'occurrence, à MiCA. Et donc on a besoin de textes qui vont vraiment être opérationnellement utiles pour les PSAN pour se mettre en conformité.
L'autorité européenne de marché financier est en train de consulter sur des premiers textes techniques, donc pour le mois de septembre, mais on en aura également en octobre et également au mois de mars. Donc des sujets qui vont être plus ou moins structurants, mais si j'en prends un qui va arriver et qui va être très important, par exemple, c'est la classification des cryptoactifs. On a besoin de précision. Ça va être important. Pourquoi ? Pour délimiter le périmètre. Que sont les PSAN ? Que sont les acteurs qui sont effectivement soumis à MiCA ? Et quand on sait par exemple que la finance décentralisée n'est toujours pas définie, ça va être très important, y compris pour des acteurs qui se sentent peut-être aujourd'hui éloignés. Donc MiCA, ça n'est pas terminé. On a même des travaux internationaux qui viennent alimenter ces réflexions sur MiCA et sur l'après-MiCA. Je pense notamment au Conseil de stabilité financière, qui a déjà émis des recommandations avant l'été, mais qui, par exemple, à la suite de la faillite de FTX, a décidé de se focaliser sur des nouveaux sujets, notamment les conglomérats crypto, les crypto-conglomerates, sur lesquels on attend des recommandations en 2024. Donc il faut suivre de très près également. En Europe, on a d'autres textes pour les PSAN très importants qui arrivent. On connaît l'open banking. L'Europe commence à travailler sur l'open finance, c'est-à-dire le partage de données sur des services financiers plus généraux entre les acteurs. Et ce sont des partages de données qui vont s'appliquer aux PSAN. Donc il faut également qu'ils se préparent à cela. C'est un texte assez récent qui date de juin, sur lequel on engage le process législatif européen. Et enfin, si je nous rapatrie en France, effectivement, vous parliez de l'enregistrement. On se dirige tout doucement vers l'enregistrement renforcé, puisque depuis juin, les acteurs ne peuvent plus déposer des dossiers sous le joug de l'enregistrement précédent, ne peuvent que déposer des dossiers d'enregistrement renforcé. Et à partir de janvier, les autorités ne pourront délivrer que des enregistrements renforcés. C'était des dispositions qui avaient été mises en place à l'issue notamment de la faillite de FTX. Par rapport justement à l'agrément PSAN, est-ce que ça favorise pas les acteurs déjà bien installés et les gros acteurs, on parlait de Forge tout à l'heure, bon, c'est pas des petits. Est-ce que les petits réussiront quand même à se développer ? Est-ce que ça ne les désavantage pas, toute cette réglementation qui se met en place ? Alors, l'agrément français est effectivement très proche de ce que MiCA va appliquer à l'ensemble des acteurs européens. Et effectivement, c'est une marche plus haute que l'enregistrement pour les professionnels, pour les PSAN. Donc c'est pour ça que ça n'est pas étonnant finalement que ce soit un acteur proche bancaire, Forge, qui est filiale de Société Générale, qui ait réussi à avoir l'agrément en premier. Des gens plus familiers de la réglementation, peut-être moins frileux par rapport à des coûts d'implémentation de la réglementation. Donc ça va être un challenge pour des acteurs petits et moyens. Et effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de casse. Donc c'est les gros acteurs qui devraient un peu ouvrir la voie, on va dire. Un peu comme peut-être BlackRock aux États-Unis avec l'ETF spot Bitcoin. Mais on note tout ça et beaucoup de choses à venir. Faustine, vous m'avez dit aussi que les stablecoins pour vous sont depuis longtemps dans l'œil du cyclone des régulateurs. Pourquoi en particulier déjà ? Pourquoi est-ce que les régulateurs surveillent tant les stablecoins ? Alors, c'est historiquement depuis l'annonce Libra de Facebook que les stablecoins sont scrutés par les régulateurs, les gouvernements, les banques centrales. Et pour les stablecoins aussi, MiCA, c'est la première étape de réglementation européenne qui se met en place, à ceci près que pour les stablecoins, ça arrive encore plus vite. Pour les PSAN, l'entrée en application, c'est fin de l'année 2024. Pour les stablecoins, c'est mi-2024. Donc c'est encore plus rapide, ce qui veut dire que c'est encore plus challengeant pour les acteurs de ce monde des stablecoins, parce qu'il faut qu'ils se mettent en conformité encore plus vite. Et de la même façon, on attend des textes techniques qui sont également sous consultation du secteur aujourd'hui pour aider ces entreprises à se mettre en conformité. Donc il faut absolument, que ce soit pour les PSAN dont je parlais tout à l'heure ou pour les acteurs des stablecoins, il faut absolument qu'ils soient dans le cadre de ces débats présents pour expliquer du point de vue opérationnel qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable pour mettre en place les exigences MiCA. Il y a d'autres textes européens qui vont les concerner qu'on connaît un tout petit peu moins. Je pense à la révision sur la directive des paiements, la DSP. Ça va également être des textes à consulter pour les acteurs. Et puis, on peut peut-être noter aussi que juste avant l'été, la Commission européenne a publié sa proposition législative sur l'euro numérique. Alors, ça ne concerne pas directement les stablecoins, mais quand on regarde plus précisément, c'est vraiment les stablecoins sont à l'origine de la réflexion sur l'euro numérique. L'une des raisons pour laquelle on accélère de ce point de vue-là, et on saura véritablement en octobre si la Banque Centrale Européenne veut lancer un euro numérique, c'est parce qu'il est perçu une menace de la part des stablecoins euros, mais aussi non-euros, pour la BCE.
et pour la Commission européenne par rapport aux besoins de nouveaux types de paiements, de nouveaux types de monnaie avec le développement de l'économie numérique. Et donc l'enjeu pour la Commission européenne et pour la BCE, c'est que l'euro numérique qu'on projette éventuellement de faire soit ce nouveau moyen de développement de l'économie numérique européenne. Bon, grosse rentrée pour tous ces acteurs et pour la DAN donc, mais il y a aussi d'autres activités du Web3, d'autres pans du Web3 qui sont jusque-là peu impactés par la mise en place de la réglementation. On peut penser à la DeFi, la finance décentralisée, au NFT, au métavers, aux jeux vidéo. Déjà, première question, pourquoi par exemple ces pans-là du Web3 sont moins impactés par la réglementation? C'est parce qu'ils se sont moins développés ou alors ça a moins retenu l'attention du régulateur? Alors, ce sont des cas d'usage qui se sont développés peut-être un peu plus tard que par exemple les marchés centralisés, donc les PSAN, où là on a eu plus de temps pour maturer une réglementation, pour avoir des réflexions, des sujets qui ont été moins rapidement analysés, identifiés par les régulateurs, et surtout, et ça c'est plutôt une bonne chose, où l'analyse ou l'étude se veut se donner un peu de temps, et que sur le long terme, on arrive vraiment à une réglementation adaptée. D'où le fait que ça a été une victoire à l'époque, quand le périmètre de MiCA n'a pas couvert ni la DeFi, ni a priori par défaut les NFT. Néanmoins, maintenant que ce sont des innovations un peu plus développées, ça, un peu plus ils connues... ne l'ont pas couvert parce que ça n'a pas été compris ou parce qu'ils n'avaient pas le temps et que c'est un sujet qui va venir plus tard? Parce que dans le cadre des débats MiCA, les exigences discutées n'étaient pas du tout adaptées pour ce type d'innovation, que ce soit la DeFi, que ce soit les NFT. C'est quelque chose qu'ils ont compris avec beaucoup de discussions de la DAN et des acteurs. Néanmoins, c'est des travaux qu'ils mènent à plus long terme. Donc sur la DeFi, il y a beaucoup de consultations. Il y a eu l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en début d'année. L'autorité des marchés financiers également consulte actuellement sur des recommandations de réglementation de la finance décentralisée. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui se déroule dès maintenant. Que ce soit sur la DeFi, que ce soit sur les NFT, les métaverses, on a eu le plan d'action de la Commission européenne juste avant l'été, et le Parlement européen travaille à des rapports. Et enfin, en France actuellement, les jeux vidéo sont sur la table du Sénat à la rentrée. Les députés ont voté juste avant l'été sur le projet de loi dans lequel il est prévu un régime d'encadrement des jeux vidéo Web3. Et donc on s'attend à ce qu'en France, ce soit des acteurs qui soient régulés avant même que ça le soit en Europe. Valentin, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes CEO et même président de Cube3, le premier incubateur d'Europe Web3. Oui, c'est un choc. C'est un choc. Pour l'instant, il y a quoi? Déjà plus de 150 candidatures, plus de 30 startups incubées. Dans ces 30 startups, il y a quoi comme vertical Web3 déjà enregistré, validé, on va dire? On en a effectivement une dizaine qui sont, faut aussi en parler, les NFT, les métavers, forcément il y a la finance décentralisée. Et effectivement, on retrouve les mêmes combats que vous soulignez, Faustine, qui d'ailleurs est advisor sur Cube3 et qui accompagnera dès la rentrée de Cube3, donc le 9 octobre prochain, une partie des entreprises et l'ensemble de Cube3 sur ces sujets-là, parce que indéniablement, cette rentrée, elle attend aussi les jeunes startups. Vous soulignez tout à l'heure la difficulté pour elles d'accéder peut-être à des enregistrements renforcés. Et puis demain à MiCA, c'est le rôle de Cube3 justement de les accompagner vers cette réussite, qu'elle soit en les aidant sur des leviers financiers ou que ce soit en les aidant sur des capacités de connaissances comme ceux de nos mentors ou advisors. Faustine en est l'une des témoins aujourd'hui et de les aider justement à passer cette barrière-là parce que la France aujourd'hui, elle est vraiment dans la course, elle est vraiment même en tête de peloton, donc pour pas qu'on perde quelques mois et quelques places stratégiques avant l'uniformisation de cette réglementation européenne. Donc c'est là-dessus que, parmi tant d'autres sujets, on accompagne nos entrepreneurs à partir du 9 octobre et on suivra ça effectivement de très près, mais c'est l'un des gros sujets, c'est la réglementation cette année, c'est certain. Et comment vous les accompagnez là-bas concrètement? C'est quoi? C'est avec l'aide de Faustine par exemple, ici présente, présidente de la DAN, ou c'est quoi? C'est des avocats? C'est du lobbying, qu'est-ce que vous faites? En fait, on a 200 heures d'accompagnement, soit sur le modèle formation, soit sur de l'accompagnement stratégique. On a une équipe qui est composée d'une quinzaine d'advisors ou mentors. Il y a effectivement Faustine, il y a Owen Simonin que vous recevez également sur ce plateau, Yvan Delatour de BPI France qui est aussi derrière cette initiative. Et puis il y a tout un tas de mentors, que ce soit du Web3 ou du Web2 ou de la finance traditionnelle. Et puis l'équipe de Cube3, en gros, on propose 200 heures de formation pour structurer les entreprises et justement les accompagner, que ce soit sur le volet réglementaire, sur les levées de fonds, que ce soit aussi sur la gestion d'entreprise, parce que évidemment on parle du Web3, mais ça reste de l'entrepreneuriat, donc il y a de doubles enjeux, celui de la réussite de l'entrepreneuriat classique et en plus de ça, celui de la réussite de l'entrepreneuriat dans un milieu d'innovation comme celui du Web3. C'est deux challenges sur lesquels il fallait justement créer un accompagnement stratégique important. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait Cube3. Il y a des gens de gros autres incubateurs traditionnels qui nous ont rejoints
rejoint. Je pense notamment à des incubateurs régionaux pour accompagner au sein de Cube3 ces entrepreneurs. Effectivement, à date, il y en a une vingtaine. Et de toutes les façons, on aura l'occasion de les suivre puisqu'il y aura une série qui sera publiée de manière bimensuelle pour comprendre de l'intérieur ce que c'est l'entreprendre et ce que c'est l'entreprendre dans le Web3. On va suivre tout ça avec attention, mais attention, déjà, retour dans l'actualité brûlante avec l'affaire XRP, qu'on a déjà suivi pas mal ici, mais il y a des rebondissements. L'affaire XRP, il y a un tribunal qui avait rendu un jugement défavorable à la SEC et plutôt favorable à XRP. La SEC, elle, a décidé de faire appel de cette décision, mais c'est Ripple qui contre-attaque et qui s'oppose à cette démarche et qui fait valoir ses droits devant le tribunal. Valentin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Effectivement, ça reste assez incompréhensible cette histoire. Elle date depuis 2020. C'est des ping-pong d'un côté et de l'autre de la barrière entre la SEC, la Security and Exchange Commission, donc l'AMF, si on veut faire très simple, côté États-Unis, et l'entreprise Ripple qui émet le XRP. Donc depuis 2020, il est question de savoir est-ce que le XRP aurait dû être enregistré comme titre au moment de son émission ou pas. Et cet été, on en a parlé rapidement la semaine dernière, et on a commencé à avoir un début de réponse. Sur ce qui est du marché secondaire, le tribunal a effectivement tranché. Il ne s'agirait pas d'éléments qui auraient dû être enregistrés comme titre financier. Donc sur cet élément-là, pas sur le reste, qui est encore en train d'être jugé ou en train d'être analysé, la SEC a fait appel. Et justement, sur ce qui a servi à la SEC de faire appel, eh bien, c'est XRP Ripple qui cette fois-ci pointe du doigt les éléments qui auraient servi à faire appel, et qui dit que ce n'était pas utile de les sortir ou qu'ils n'étaient pas suffisamment importants, ces arguments, pour être utilisés par la SEC pour faire appel. Donc chacun se tire dessus en espérant qu'il y ait un jugement favorable qui vienne sceller cette affaire qui nous traîne depuis 2020. Il faut bien comprendre que c'est encore une fois la nature même des actifs numériques qui est questionnée. On en parlait avec Faustine il y a quelques minutes. Qu'est-ce que les actifs numériques? On a besoin de clarté. Ça pourra faire jurisprudence, ça fera même très certainement jurisprudence lorsque on aura fini ce feuilleton de savoir si XRP et d'autres crypto-monnaies similaires doivent ou auraient dû être enregistrés comme titre financier à leur émission ou pas. Et ça, je pense que dans les prochains mois, on aura des réponses. C'est à peu près dans le même timing que... vous en parliez à Maury, notre fameux ETF Bitcoin Spot de Grayscale ou de BlackRock, on n'en sait rien. En fait, toute cette incompréhension réglementaire qui a servi les États-Unis, puis qui les a desservis, puis qui pourrait les resservir dans quelques temps en fonction de la temporalité et du tempo que va jouer la SEC et justement les tribunaux des différents États, donnera pour un grand élan pour le prochain bull run, on en parle souvent, ou en tout cas pour la suite des actifs numériques aux États-Unis. Ce feuilleton judiciaire et réglementaire aux États-Unis, on a encore beaucoup de ping-pong, on attaque, puis on contre-attaque. Voilà, c'est comme ça depuis plusieurs années, voire plusieurs mois. Ça dépend des procès et des affaires. Faustine, est-ce que vous, de par votre position de présidente de l'ADAN, est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que les décisions qui vont être prises aux États-Unis peuvent influer les décisions qui peuvent être prises en Europe et en France? Ou alors c'est deux choses complètement différentes? Le rythme de construction réglementaire notamment, ainsi que l'approche sont extrêmement différentes, que ce soit entre les États-Unis et l'Union européenne. La réglementation, j'en ai parlé, se met déjà en place progressivement et a priori, au niveau de l'approche, on est sur la création de règles avec la définition de nouveaux types d'acteurs et de nouveaux types d'actifs pour créer des règles adaptées. C'est vrai qu'aux États-Unis, on est plutôt à se demander, il y a une réglementation financière, est-ce qu'on l'applique, est-ce qu'on ne l'applique pas? Et donc, de ce point de vue-là, on a été plus innovant et plus proche de l'innovation en Europe, en constatant que les marchés de cryptoactifs, puisqu'on a commencé par là, sont différents, ont des spécificités qui nécessitent qu'on crée une réglementation. Donc, évidemment que c'est très intéressant pour les acteurs de regarder ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'ils veulent s'établir éventuellement partout, y compris aux États-Unis. Mais l'incertitude réglementaire aux États-Unis est très nuisible à l'expansion de ces acteurs là-bas. Alors que même si on a des règles qui peuvent être strictes, au moins elles sont claires en Europe. Donc l'environnement de développement réglementaire est beaucoup plus favorable chez nous. Ensuite, il n'y a pas que la réglementation. Donc il faut regarder quels sont les paramètres, quelles sont les autres politiques publiques d'accompagnement de l'innovation que l'on a en Europe et aux États-Unis et qui, on le sait de par la culture ou de par ce qui a déjà été mis en place, peut être plus favorable aux États-Unis que chez nous. On reste dans les procès, dans la réglementation et on va dans la DeFi. Le protocole Uniswap
est tenu non responsable des scam tokens. C'est ce qu'on vient d'apprendre, Valentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Certains, effectivement, scam tokens, ou en tout cas des tokens qui auraient été listés sur cette plateforme décentralisée et qui auraient servi à... Déjà, c'est quoi un scam token? À faire de liquidity, exactement. Alors, un scam token, c'est un token qui est listé sur une plateforme avec le seul objectif de lever des fonds, extorquer des fonds et retirer la liquidité. Artem vous l'expliquait hier sur ces fameuses pools de liquidité, donc sur ces protocoles qui permettent d'échanger de manière décentralisée un token A et un token B. Ça veut dire pas de projet derrière, uniquement l'ambition d'arnaquer les gens en fait. Oui, tout à fait. Ça peut être la forme d'un Ponzi, ça peut être la forme d'une porte dérobée, une sorte de virus dans le contrat intelligent qui permet aux fondateurs de retirer la liquidité en une seule seconde et donc effectivement de mettre à mal tous les personnes qui ont cru en ce projet-là. En l'occurrence, là, c'est des sujets qui existent depuis toujours dans la classe des actifs numériques à différents niveaux, à différents degrés. Ce qui était mis en cause là, c'était Uniswap. Uniswap, c'est l'une, si ce n'est la plus grosse plateforme qui permet justement, de manière décentralisée, de faire ces échanges de tokens A contre les tokens B. Donc si vous avez par exemple de l'Ether, vous pouvez de manière décentralisée connecter votre adresse sur MetaMask ou sur une Ledger et échanger ces Ethers contre de l'USDC, le dollar de Circle, et donc s'exposer à un nouvel actif sans passer par des Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken ou d'autres. Et il faut même comprendre à quel point Uniswap est gros, c'est que sur certaines journées, il y a plus de volume de transactions sur Uniswap que sur Coinbase, qui est l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde et qui est listée au Nasdaq. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et cette plateforme, justement, permet à peu près n'importe qui de lister ces tokens pour justement apporter de la liquidité et pouvoir échanger ces tokens A contre des tokens B. Et certains s'en sont servis de cette passerelle, de cette plateforme pour lister ces tokens qui n'avaient pour objectif donc que d'escroquer des gens. Donc il y a eu une class action aux États-Unis qui a mené à la décision finale, inattendue, parce que on pouvait s'attendre avec justement toute l'incompréhension réglementaire sur la finance décentralisée qu'on claque un petit peu ou qu'on tape sur les doigts d'Uniswap. In fine, ce qui s'est passé, c'est qu'Uniswap a été écarté de la problématique puisqu'il n'aurait servi que d'intermédiaire décentralisé justement. Donc on commence à comprendre que les tribunaux arrivent à faire la distinction. Justement, si c'est décentralisé, les tribunaux attaquent qui concrètement? Justement, là c'est le tribunal. En fait, c'est une class action. Donc c'est un groupement de personnes aux États-Unis qui a porté la voix de plusieurs personnes qui ont perdu de l'argent au tribunal en pointant du doigt Uniswap qui n'aurait jamais dû lister ces tokens. Donc, le tribunal récupère ces informations, analyse le sujet et rend son jugement qui est de dire Uniswap est décentralisé, il ne peut pas être assimilé à un broker, donc il a le droit de lister ce genre de sujet, étant donné qu'en plus, ce ne sont pas des titres qui auraient dû être enregistrés par la SEC, on revient dans la problématique de tout à l'heure avec le XRP, donc Uniswap n'a servi que d'intermédiaire décentralisé, et comme il n'y a pas de réglementation claire sur la décentralisation des plateformes, eh bien, vous allez devoir trouver ceux qui ont créé les tokens pour les attaquer, mais pas vous retourner vers Uniswap. Et comme on ne sait pas qui a créé ces tokens, on est dans une incompréhension et une impasse, c'est certain, mais en tout cas, ça va dans le sens de la compréhension de la décentralisation des protocoles. Il va falloir les encadrer, il faut aussi en parler tout à l'heure, il va falloir trouver des moyens d'encadrer ce sujet-là, mais en tout cas, ce n'est pas Uniswap qui paiera les pots cassés de ce fonctionnement qui est qu'en fait, ces créateurs de tokens sont allés lister de manière décentralisée et autonome sur cette plateforme décentralisée qui ne sont que des contrats intelligents qui mettent en connexion plusieurs personnes et plusieurs pools de liquidités justement, eh bien, ça ne sera pas Uniswap qui sera tenu responsable de cette escroquerie. C'est une bonne nouvelle pour l'écosystème, Faustine, parce que du coup, ça veut dire que les tribunaux commencent de plus en plus à comprendre comment fonctionne cet écosystème, comment fonctionne la finance décentralisée. Ça dépend à quel niveau. C'est vrai que si on prend les autorités de régulation financière en France, l'AMF et la CPR, ça fait très longtemps qu'ils s'intéressent au sujet. Si on prend d'autres instances, toujours en France, par exemple l'Autorité nationale du jeu, qui aujourd'hui est impliquée dans quel pourrait être un cadre pour des nouveaux types de jeux vidéo Web3, là, on a encore besoin, et c'est normal, de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le Web3, qu'est-ce qu'il y a derrière cette innovation. Donc, bien sûr, il y a des parties prenantes qui sont plus au fait, plus au courant, mais on a encore beaucoup de travail de pédagogie à réaliser. C'est un des travaux de la DAN, au-delà des négociations réglementaires auxquelles on participe. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Faustine d'avoir été avec nous. Faustine Fleuret, présidente de la DAN. Valentin, tu reviens nous voir demain? Tout à fait. Voilà, donc même endroit, même heure demain. On sera demain aussi avec Louis-Alexandre de Froissart pour Montaigne Conseil Patrimoine, un CGP dans la crypto. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée et à demain. BFM Business,
BFM Crypto, le club.